Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce rendez-vous du 20h. Voici les titres. La suite de la tournée économique du chef de l'État dans le nord du pays, le président Macky Sall était sur l'île à Morphil et dans d'autres localités du département de Podor. Nous serons en direct avec nos équipes qui suivent cette tournée. La journée internationale de la femme sera célébrée demain sur le thème Une planète 50-50. L'objectif pour les Nations Unies est d'arriver à l'égalité en entreprise à l'horizon 2030. Le ministre de la Femme, Maria Massar, est l'invité du 20h. Dans la rubrique Au cœur de nos cultures, nous parlerons de l'aspect culturel du thé, un élément important de l'hospitalité sénégalaise qui permet de raffermir des liens d'amitié. La tournée économique du chef de l'État dans le nord du pays, dans l'île à Morphil, le président de la République a réceptionné une dorsale électrique. Il a procédé au lancement d'un important programme d'électrification rurale. C'était cet après-midi à Demet. Nous écoutons le président Macky Sall. Je suis heureux d'être aujourd'hui à Demet, au cœur de l'île à Morphil, dans ce terroir du taureau, pour procéder à la fois au lancement des travaux du programme prioritaire de désenclavement destiné à l'île à Morphil, mais aussi la dorsale électrique que nous venons de réceptionner, qui couvre plusieurs localités, près de 52 villages du département de Podor, dont 20 nouvelles localités et 32 localités qui ont vu le réseau étendu. Cette dorsale est une des composantes de notre programme d'urgence d'électrification rurale qui doit nous projeter sur l'objectif stratégique d'arriver à 60% à la fin 2017 du taux d'accès à l'électrification rurale au Sénégal. J'ai ainsi lancé avec le gouvernement 2000 km de réseau moyenne tension pour atteindre 2800 localités à électrifier, dont 1800 villages pour la seule année 2017. Ce programme coûte 110 milliards de francs CFA. Et vous avez là une preuve éloquente de la signification du plan Sénégal émergent, à la fois dans son volet 2, qui parle d'inclusion sociale et de développement durable, mais aussi dans son volet 1, à travers la transformation structurelle de l'économie. Le chef de l'État cet après-midi à Demet. Nous y reviendrons certainement avant la fin de cette édition avec nos équipes qui suivent cette tournée économique du chef de l'État. Après le département de Podor, le président Macky Sall est attendu à Matam. Matam qui dispose désormais d'une unité de transformation de riz. Le promoteur souhaite accompagner la volonté des pouvoirs publics à professionnaliser la filière risicole. Le riz produit dans cette usine est aujourd'hui commercialisé sur le marché sénégalais. Le président Macky Sall va visiter cette usine, va visiter cette rizerie plutôt, c'est ce mercredi, Oumou Kalsom Sall. Au cœur du Fouta, une unité de transformation de riz. Le paddy, sorti des nombreux périmètres rizicoles de la région, est transformé ici en un produit fini de qualité. Notre matière première de base, c'est le paddy. Nous prenons le paddy, nettoyé, le paddy bien nettoyé. Ensuite, ça passe au niveau du décortiquage. Ensuite, après le décortiquage, on a une table densimétrique pour séparer le cargo et le paddy. Après, on a 3 circuits de polissage, une chaîne de blanchisseur et 2 équipements de conditionnement et de pesage automatique pour le produit fini. L'activité dans cette unité industrielle débutée il y a 8 mois mobilise aujourd'hui plus de 50 ouvriers. Avec les 2-8, on parvient à faire 100 tonnes par jour. Avec les 4-8, nous parvenons à 175 à 180 tonnes jour. Donc vous imaginez la consommation de paddy, c'est tout à fait énorme annuellement. Le promoteur, un ancien émigré et le maire de la commune de Bokidiawé,
Khalidou Wagué, après avoir soutenu le candidat Macky Sall à la veille de la présidentielle de 2012, décide de venir l'accompagner en investissant dans un secteur prioritaire du plan Sénégal émergent. Le président Macky Sall accorde beaucoup d'intérêt au secteur de l'agriculture, l'aménagement des terres, les financements, entre autres réalisations. Aujourd'hui, nous intervenons dans le domaine de la commercialisation. Les producteurs n'ont plus de difficultés pour écouler leurs produits. L'homme dit miser sur la qualité pour pouvoir conquérir le marché sénégalais. Le riz qu'on a ici est de qualité. On n'a rien à envier aux autres pays producteurs. Cette rizerie contribue beaucoup à la facilitation de la commercialisation du riz pour les producteurs, un motif de satisfaction pour le promoteur. Le fait de participer au développement de l'agriculture me comble. C'est mon terroir et ce sont mes parents qui en tirent profit. Le président de la République, Macky Sall, attendu ce mercredi à Matam, visitera cette unité de transformation de riz implantée dans la commune de Bokidiawé. Toujours à Matam, Sarelou est un village qui va bientôt sortir de certaines difficultés grâce au PUDC. Près d'1 milliard a été injecté pour la réalisation d'un forage et d'une piste rurale. Le président Macky Sall réceptionne ce mercredi ces infrastructures. Oumou Kalsom Sall nous présente ses ouvrages. Un avant-goût de l'accueil qu'elle compte réserver au président Macky Sall ce mercredi à Sarelou. Un forage et un château d'eau réalisés ici par le PUDC mettent fin aux corvées d'eau dans cette partie du département de Matam. Avant, on se levait très tôt le matin pour aller chercher de l'eau au puits. Maintenant, c'est un vieux souvenir. Nous sommes vraiment contents. ndox fépp la am léegi yomb na dugg na ba ci suñuy kër ndiyam dam caɗele ma min dañatno hen saabu wuro liwngo min tawi ngo min gari min tawi ɗo ha sukaɓe amen jibina ɗo ha woodi jibinɓe ɗo. Nous sommes soulagés. Vous n'imaginez pas les difficultés qu'on a rencontrées dans le passé, surtout pour faire vivre notre cheptel. Nous remercions le président Macky Sall. ngabbirgal ngal noon ha min keɓoy Macky Sall. Grâce à un système d'adduction de 5 km, le forage alimente 3 autres villages, Darussalam, Gourel Djeri et Paris, pour une population de 3240 habitants. Plus de 184 millions ont été mobilisés pour les travaux. Donc il y a 2 abreuvoirs réalisés pour l'alimentation du bétail. Il y a 5 bonnes fontaines réalisées pour l'approvisionnement en eau de la population. En plus de ce système hydraulique, Sarelou bénéficie du volet des enclavements du PUDC. La piste Chilogne-Belle-Labellé, longue de 32 km, traverse le village. On faisait plus de 3 heures de temps, des fois 4 heures même pour rallier l'axe, pour rallier la route nationale numéro 2. Mais maintenant, moins de 30 minutes, on est sur l'axe. Sincèrement, au nom de la population de Sarelou, vraiment nous remercions le président de la République, son Excellence Macky Sall. Il y a 7 villages qui sont traversés et pour une population à peu près de 5000 personnes qui sont desservies par cette piste. Et la pertinence de ce projet-là, c'est que pendant l'hivernage, normalement, on ne pouvait pas aller au-delà de 10 km pour un budget de 800 millions à peu près. Pour la première phase du PUDC, plus de 150 km de pistes rurales ont été déjà réalisées dans la région de Matam.
Moukal Samsal, merci. Nous aurons d'autres aspects de cette tournée économique du chef de l'État avant la fin de cette édition. Comme je le disais un peu plus tôt, une planète 50-50, c'est l'objectif indiqué par les Nations Unies pour arriver à l'égalité en entreprise à l'horizon 2030. Malgré quelques réussites dans leur combat pour la reconnaissance de leurs droits, les femmes restent largement discriminées en milieu professionnel. Entre échanges, intimidation et harcèlement sexuel, les travailleurs vivent les plus pernicieuses dégradations de la dignité humaine dans les lieux de travail. Le mal-être des femmes en milieu professionnel, c'est un dossier signé Amadou Aramtiam. Il est long le chemin parcouru par les femmes pour leur reconnaissance. L'égalité 50-50 prônée dans le thème de cette année est une problématique mondiale dans un contexte de milieu professionnel en pleine évolution. Il faut s'accorder aujourd'hui que le monde du travail est effectivement en évolution, est en plein changement, en pleine transformation, et que des métiers jadis jugés masculins sont en train d'être effectués par des femmes. Les femmes, effectivement, en dépit de l'amélioration notable de leur niveau de formation, de leur niveau de connaissance, restent largement discriminées au sein de l'entreprise. L'entreprise est à dominance masculine, l'employabilité et le sous-emploi sont très concentrés chez les femmes, des statistiques le prouvent. L'enquête sur le suivi de la pauvreté de 2011 a révélé que, de manière générale, c'est 32% de sous-emploi au total qui est noté, mais que dans ces 32%, les 37% sont du fait des femmes. Des indicateurs clairs sur les disparités. Pourtant, en entreprise, il existe une masse critique de femmes capables de réaliser l'égalité 50-50. Par un prisme déformant de la société ou par peur de l'autre, les femmes sont victimes d'un plafond de verre théorisé qu'il leur est difficile de perforer. Soit on commence à dire oui, c'est une femme, elle est bien, mais elle est forte tête, elle n'est pas gérable. Soit on dit oui, elle est bien et tout, mais elle a des petits-enfants, elle est mariée, elle a des contraintes familiales, on ne peut pas la promouvoir. Et certains même vont jusqu'à dire, on ne peut pas mettre les femmes dans des postes de responsabilité parce qu'elles ont des maternités à gérer, des congés de maternité. Ça, c'est pas normal parce que ça, c'est une discrimination qui est interdite par la loi. L'état de grossesse de la femme ne doit pas être un obstacle pour son recrutement, ne doit pas être un obstacle pour sa promotion dans l'entreprise. En plus de celles notées dans l'accès aux postes de responsabilité, les femmes souffrent aussi de discrimination insidieuse. Cette enquête concernait 70 entreprises. Ce qu'on a retenu à l'issue de ces enquêtes, c'est que 50% des femmes enquêtées ont avoué avoir subi des violences basées sur le genre en milieu professionnel. Des violences qui ont pour nom intimidation, menaces, chantage, harcèlement sexuel, licenciement abusif. Les goulots sont nombreux, mais la lutte des femmes a enregistré des victoires. Comme l'équité fiscale, maintenant, les parts que donnent les enfants pour diminuer un peu le taux de l'impôt ne profitaient naguère qu'aux hommes, maintenant ça profite aux femmes. Ensuite, il y a eu au niveau de la sécurité sociale des progrès pour permettre à la femme fonctionnaire désormais de prendre son époux et son enfant malade et qui ne jouissent pas d'une couverture maladie. Combien sont-elles à souffrir en silence du regard accusateur des autres? Si la promotion dite canapé existe, c'est parce que quelque part, il n'y a pas de passerelle objective qui permette aux femmes d'accéder au pouvoir. Pourtant, les Nations Unies ont déjà tranché le débat en instituant une discrimination positive. La discrimination positive, c'est quoi? C'est en fait à compétence égale entre un homme et une femme, donner la chance à la femme. Les femmes et les hommes n'ont pas le même départ. Si vous voulez dire aux femmes de rattraper les hommes sans tenir compte du gap, vous ne leur donnez pas des opportunités d'égalité de chance. Il faut une bonne politique d'élimination des violences basées sur le genre
en milieu professionnel avec des mesures concrètes d'application de la loi. Dans plusieurs entreprises, les maternités sont invoquées pour discriminer les femmes malgré leurs compétences. Cependant, il y a une vérité absolue que partage le bon sens. Si les femmes ne procréent pas, qui va travailler dans l'entreprise? Messieurs, vos réponses, s'il vous plaît. Le mal-être des femmes en milieu professionnel, un dossier signé Amadou Aramtiam. Nous allons parler de cette question et de la journée internationale de la femme avec Madame le ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfance, Madame Maria Massa. Bonsoir. Bonsoir, cher. Madame le ministre, dans ce reportage que nous venons de suivre, c'est un tableau bien sombre qui est décrit ici. Oui, nous venons de partager cette présentation ou ce qu'on peut appeler rapport. Mais moi, mon avis est tout à fait contraire à ce qu'on vient d'entendre. Pour la simple raison que si vous me faites entrer déjà dans le sujet avant C'était juste pour avoir une petite réaction par rapport à ce sujet. Oui, ma réaction, c'est que nous n'avons pas les bons chiffres au Sénégal. D'accord. C'est là maintenant que se pose la question de mettre en place une politique sur la statistique afin de pouvoir cerner réellement les potentialités des femmes et leur rôle dans l'entreprise. Parce que ce qu'on voit et ce qu'on dit, c'est diamétralement opposé. Quand, par exemple, vous vous levez le matin, vous ne voyez que des femmes à 5 heures du matin, dans tous les secteurs, que ce soit la pêche, l'artisanat, le commerce, l'élevage, l'agriculture, partout où vous allez, en milieu rural. Si on prend le cadre de l'agriculture, les femmes représentent près de 83% de ce secteur. Et si on prend secteur par secteur, elles sont présentes dans tous les secteurs, mais de façon informelle. Il est temps maintenant que l'on s'active à formaliser. D'ailleurs, c'est le souci, ça fait partie des préoccupations majeures du chef de l'État, son Excellence Macky Sall. Et là, il le faut pour qu'on puisse, avec la statistique, savoir nettement la part des femmes dans l'entreprise, dans tous les secteurs. Que ce soit la pêche, comme je l'ai dit, l'agriculture, l'artisanat, le commerce. Partout, vous voyez des femmes et de vraies femmes entrepreneurs. Est-ce que tout cela est enregistré et fichier pour qu'on puisse savoir? C'est ça la grande question. Ça, c'est mon avis. D'accord. Nous allons parler donc de l'objet de votre venue sur ce plateau, la Journée internationale de la femme qui sera célébrée demain, 8 mars. Alors, quels seront les temps forts de cette célébration ici au Sénégal, Madame le ministre? Oui, merci, cher. Comme la communauté internationale, donc je dirais à l'instar de la communauté internationale, le Sénégal célèbre la Journée internationale de la femme chaque 8 mars. Et nous avons l'habitude d'organiser un panel la veille de la journée ou le matin, dans la matinée, pour que, avant la mobilisation sociale, qu'un travail technique se fasse pour permettre, dans l'après-midi, dans la mobilisation sociale, de présenter un rapport. Un rapport qui va être utile pour le gouvernement du Sénégal dans le cadre de la mise en œuvre des projets et programmes, parce que dans ces panels-là, on y travaille pour voir quel cadre mettre en place pour améliorer les conditions de vie des femmes, quelles perspectives mettre en place, quels défis relever, etc. Donc c'est un travail technique qui se fait avant la mobilisation sociale. Donc aujourd'hui, le panel a démarré à 15h aujourd'hui au Grand Théâtre. Et ce qui va nous permettre demain d'avoir ce rapport à présenter lors de la grande manifestation. Mais avant la manifestation même, il y aura des expositions, des réalisations des femmes suivies lors de la mobilisation d'un film de réalisation de femmes. Donc c'est un reportage et nous vous réservons beaucoup de surprises demain
Parce que comme on vient de le dire, beaucoup de métiers jusque-là réservés aux hommes sont maintenant pris en charge par les femmes. Par les femmes. Voilà. Donc il y aura donc le forum l'après-midi, mais précédé par les expositions. Et lors du forum, maintenant, nous avons aussi les films, les réalisations de films, ensuite le forum. Si je dois résumer, c'est qu'on a 4 temps forts, le panel, les expositions, le forum, les réalisations dans le reportage. Donc voilà ce qu'on a prévu de faire lors de cette journée internationale de la femme. C'est une belle journée en perspective. Très belle même. Oui, Madame la ministre, tout à l'heure, vous n'étiez pas d'accord donc avec la situation décrite dans notre reportage. Alors, selon vous, quelle est la situation des femmes dans le monde du travail aujourd'hui? Oui, je dois dire que je ne partage pas un point, c'est-à-dire les chiffres qu'on donne et qu'on dit qu'ils sont alarmants. Parce que les femmes ne sont pas représentées, donc sous-représentées dans le monde du travail. Ça, je ne partage pas cet avis. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, qu'il faudrait savoir réellement la part des femmes. Je le dis parce qu'on est en train de dérouler des programmes au niveau du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfance. Et le programme PALAM, par exemple, le programme d'alphabétisation et d'apprentissage des métiers, réserve un volet spécifique aux femmes. Elles font de l'alphabétisation fonctionnelle, mais elles sont accompagnées aussi par la mise à disposition de lignes de crédit. Et au sortir de ces formations, les femmes ciblées mettent en place de micro-entreprises qu'elles gèrent elles-mêmes. Et ces micro-entreprises, au fur et à mesure qu'elles évoluent, deviennent de vraies entreprises. Donc, nous avons les chiffres. Mais souvent, les gens ont l'habitude de donner des chiffres qui datent de très longtemps et oublient que les choses évoluent et de façon positive pour les femmes. Nous avons d'autres projets que je pouvais vous citer. Et dans chaque projet, nous avons cet aspect formation, renforcement de capacité, mise en place de crédit et création d'entreprises. Donc, ce n'est pas seulement dans le cadre du ministère de la Femme. Dans les autres ministères, comme l'industrie, comme l'agriculture, la pêche, je crois que les femmes sont en train de bouger et bien bouger. D'accord. Voilà. Et au-delà de l'autre point que je partage quand j'ai écouté ce rapport, c'est les violences. Les violences faites aux femmes, surtout en milieu du travail. Ça, c'est une réalité que je partage. Mais dire que les chiffres sont alarmants, là, je dirais, il faut attendre que des statistiques soient faites pour qu'on puisse savoir, dans le secteur informel, quelle est la part des femmes. D'accord. C'est ça mon avis. Mais les violences sont là, dans le milieu du travail, et le président s'est porté garant contre l'impunité. Et il a dit lors d'une assemblée générale de l'association des femmes juristes que l'impunité doit être éradiquée ici au Sénégal et qu'il se porte garant, qu'il se porte défenseur pour les femmes. D'accord. Voilà. Alors, vous menez beaucoup d'actions pour les femmes, mais de façon globale, quels sont les mécanismes que le ministère est en train de dérouler, disons, pour que ces femmes jouent leur rôle au même titre que les hommes, pour arriver justement à cet objectif de 50-50 fixé par les Nations Unies? Je dois dire d'abord que Son Excellence, le Président de la République, M. Macky Sall, accompagne l'État du Sénégal ou le gouvernement dans la mise en place de beaucoup de mécanismes. Si je prends l'exemple du PUDC, le programme d'urgence de développement communautaire est un programme pertinent qui œuvre dans la promotion des droits, même si on n'a pas l'habitude de le dire, parce qu'on voit du matériel d'allègement, on voit des infrastructures. Mais si je prends l'exemple du désenclavement, les pistes rurales, les femmes en zone rurale ont été tout le temps confrontées à ces difficultés. Quand elles mettent au monde, quand elles veulent écouler leurs produits, elles avaient des difficultés pour écouler parce qu'elles sont dans des zones enclavées. Avec ce désenclavement, les femmes parviennent à écouler les produits, parviennent à accéder à la santé parce qu'on n'est plus dans des zones où il faut faire des kilomètres sur des charrettes ou à pied
pour aller accéder au poste de santé le plus proche. Cet exemple est patent. Le matériel d'allègement est un volet qui est réservé au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfance dans le PUDC. Et avec cet accès au matériel, je pense que les femmes sont en train de faire de grandes réalisations dans le domaine de l'agriculture. Nous avons fait des dons au niveau de Anambé, où les femmes s'activent dans la riziculture et beaucoup de matériel ont été attribués à ces femmes. C'est au niveau national même qu'on met en place du matériel d'allègement à l'égard des femmes. Nous déroulons aussi des projets, je l'ai dit tantôt, le PALAM, mais le PADES aussi, qui est un projet d'appui au développement économique et social, est un projet réservé aux femmes et aux jeunes filles, avec la coopération italienne. Et dans tous ces projets, nous avons un volet formation qui assure le volet technique des femmes en formation. Et ensuite, il y a la mise en place de crédits, il y a l'accompagnement et il y a aussi l'accompagnement dans la création d'entreprises. D'accord. Voilà. Une dernière question, Madame le ministre, ou plutôt un message à lancer à vos sœurs à l'occasion de cette journée de la femme. Je lance un appel à toutes les femmes du Sénégal, mais d'Afrique et du monde, à continuer dans cette lancée. La lancée qui consiste à participer au processus de développement économique. Les faits sont là. Mais à fêter aussi la journée internationale du 8 mars, parce que c'est la fête des femmes. Et pour le Sénégal, je demande à toutes les femmes de répondre massivement à cette fête en attendant de préparer la commission sur la condition, la réunion sur la condition de la femme qui se déroule du 13 au 25 mars aux États-Unis, à New York. Et la CSW, la commission, est un cadre dans lequel on étudie, on examine, les conférences se font, on examine l'état de mise en œuvre des engagements des États membres pour la promotion des droits des femmes. Donc ça aussi, c'est un grand événement avec un thème autour de l'autonomisation socio-économique de la femme, toujours lié au travail. Et pour les panels qu'on va organiser, qu'on est en train d'organiser, 4 sous-thèmes ont été battus en brèche et tous ces sous-thèmes-là sont en rapport avec le thème central. Donc, travail, milieu syndical, écart entre les sexes, protection sociale, dialogue social, tout est en train d'être étudié lors de ces panels-là pour pouvoir présenter un rapport. Et dans ce rapport-là, des contributions ou des recommandations vont être faites pour une meilleure prise en compte des femmes dans le milieu du travail. Voilà. Madame le ministre, merci. Tout cela, c'est donc prévu pour demain à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme. Ici au Sénégal, nous avions donc Madame le ministre Mariama Sarr, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfance, comme invitée du 20h. Nous allons tout de suite prendre la direction de Podor. Nous allons retrouver Ibrahima Diédhiou qui suit pour nous la tournée économique du chef de l'État. Ibrahima, bonsoir. Bonsoir, cher Traoré. Alors, bienvenue à Demet qui a abrité la cérémonie de lancement des travaux de désenclavement de l'île à Morphil qui s'étend sur près de 180 km. C'est la plus grande île du Sénégal. Aujourd'hui, cette localité vient pour la première fois de recevoir un chef d'État, en l'occurrence le président Macky Sall, qui s'est adressé justement aux populations de toute l'île à Morphil en ces termes. Je suis heureux d'être aujourd'hui à Demet, au cœur de l'île à Morphil, dans ce terroir du taureau, pour procéder à la fois au lancement des travaux du programme prioritaire de désenclavement destiné à l'île à Morphil, mais aussi la dorsale électrique que nous venons de réceptionner, qui couvre plusieurs localités, près de 52 villages du département de Podor, dont 20 nouvelles localités et 32 localités qui ont vu le réseau étendu. Cette dorsale est une des composantes de notre programme d'urgence d'électrification rurale qui doit nous projeter sur l'objectif stratégique
d'arriver à 60% à la fin 2017 du taux d'accès à l'électrification rurale au Sénégal. J'ai ainsi lancé avec le gouvernement 2000 km de réseau moyenne tension pour atteindre 2800 localités à électrifier, dont 1800 villages pour la seule année 2017. Ce programme coûte 110 milliards de francs CFA. Et vous avez là une preuve éloquente de la signification du plan Sénégal émergent, à la fois dans son volet 2, qui parle d'inclusion sociale et de développement durable, mais aussi dans son volet 1, à travers la transformation structurelle de l'économie. Alors comment les populations de Demet et de toute l'île à Morphil ont-elles accueilli cette première dans leur histoire? Nous allons voir tout cela dans ce micro-trottoir avec Pape Bouna Thiawa. Zone à forte vocation agricole. Avec cette superficie de l'île à Morphil, nous en parlions tout à l'heure, plus de 180 km sur plusieurs localités. Alors ici, les attentes sont nombreuses, les populations très agricoles qui font également de l'élevage, entourées par l'eau, attendent que le développement socio-économique se fasse dans le cadre des programmes initiés par l'État du Sénégal. Issa Thiorogay. En ce mardi de mars à Demet, dans cette contrainte de Podor, le mal-vivre reste vivace autant que la détermination des populations de l'île à Morphil, venues de partout remercier l'État de ses choix de désenclaver leur localité par des ponts et des routes, mais aussi par l'électrification. Raki est étudiante. Elle vient de Dakar. Elle a tenu à dire son merci à l'État, mais également son rêve. C'est un rêve qui est devenu réalité parce que ça fait presque 60 ans qu'on a eu notre indépendance et on a toujours ces problèmes à travers des routes et tout cela. Donc c'est un rêve qui est devenu réalité. Le destin de Demet ne sera plus l'insularité. Ce sera la fin de 1001 souffrances vécues dans l'isolement et l'éloignement, selon les populations qui empruntent depuis des siècles ces chemins si chaotiques. Si aujourd'hui on nous parle de pose-pierre pour désenclaver l'île, c'est-à-dire la bretelle qui va desservir de Jatar jusqu'à Salté pour desservir toute l'île à Morphil, avec tous les intérêts, tous les avantages que cela comporte, vraiment je dis que nous sommes très comblés. Vous avez trouvé ici des populations vraiment enthousiasmées. Nous souhaitons quand même qu'il y ait de plus de développement parce que déjà il va faire le goudron. Donc quand il y a le goudron, il y aura déjà ce qu'on appelle le développement. Donc quand il y a le développement, il faut aussi beaucoup de moyens. Il faut qu'aussi les bailleurs de fonds reviennent et d'autres personnes aussi reviennent pour que vraiment cette île à Morphil se réjaillisse pour qu'il y ait un développement. Dans la grande marche du Sénégal vers l'émergence, l'île à Morphil tient enfin ses chantiers et pour les populations, jamais elles oublieront ce grand bonheur que leur a donné l'État. Demet qui a vu naître de grands érudits, Thierno Mountaga Tall, mais également beaucoup de responsables qui ont été ici pendant leur enfance. La carte postale de cette localité qui abrite cette cérémonie de lancement et qui accueille pour la première fois un chef d'État, voici le reportage de Lamine Touré. Difficile d'accès, Demet dans l'île à Morphil, département de Podor, l'enclavement est une donnée réelle ici. Il faut parcourir des dizaines de kilomètres sur une piste au contour parfois imprévisible avant de franchir le point de chute. Demet, une commune d'environ 2000 habitants. Ici, le développement économique est une question d'urgence. Le lancement des travaux de la route et la mise en service de l'électricité constituent des attentes fortes chez les populations. Voilà plus de 50 ans que nous attendons le bitumage de cette RN40 qui va peut-être propulser l'économie de toute cette zone, qui va désenclaver les populations de par tous les services sociaux de base. C'est une excellente chose à laquelle les régimes qui ont précédé n'ont pas fait et que le président Macky Sall va faire. C'est une première dans l'histoire ici même de l'île à Morphil. Et je pense que nous devons lui en féliciter. Demet est une zone d'élevage et d'agriculture, des activités qui font de cette partie de Podor le poumon économique de l'île à Morphil.
Après la réalisation de cette route, après l'électrification rurale, donc il faut que les populations soient préparées pour pouvoir bénéficier de ces infrastructures. Ce sera pour nous une occasion également au niveau de l'agriculture que ces activités vont être bien endossées par cette énergie conventionnelle. Du point de vue même de l'électricité, leur permettra de faire aujourd'hui une mécanisation de l'agriculture. En venant désenclaver Demet, le chef de l'État met en évidence sans ambiguïté toutes les potentialités dormantes de l'île Amorphile. Alors, sur la route qui mène à Demet, le président de la République s'est arrêté à Alouar pour justement ce pont qui est érigé 123 mètres. Alouar, la cité religieuse, et ce pont va permettre l'accès à cette localité qui a vu naître El Hadj Oumar Foutiyou Tall. Voici le reportage de Oumar Nying. À l'arrivée du président de la République, Thierno Madani Tall était déjà en place pour une chaleureuse bienvenue avec cet exemplaire de Safinatou Sadati, œuvre d'El Hadj Oumar Foutiyou Tall. Il est avec d'autres membres d'une délégation fière de vivre ces instants. Il s'agit de l'inauguration du pont de Alouar. L'infrastructure, ainsi livrée par le président Macky Sall, va permettre aux populations de franchir le Gayo, ce bras de fleuve, en même temps qu'elle facilitera l'accès des populations à la cité religieuse de Alouar, berceau de l'islam. On est sur une terre sainte, la terre de Alouar, qui a vu naître El Hadj Oumar Foutiyou Tall, le précurseur de l'expansion de l'islam, tant au niveau du Sénégal que de la sous-région. Suite à vos instructions données au ministre des Infrastructures et à travers l'Agéroute, nous avons pu construire ce pont. Ce pont, pour revenir sur ses caractéristiques, c'est un pont qui fait un linéaire de 123 mètres, qui permet de franchir le Gayo. Et par rapport aux doléances des populations, aujourd'hui ce pont permet de répondre aux doléances des populations. À savoir qu'avec ce pont, aujourd'hui, on n'a plus de capacité de portante qui est limitée, parce que même un convoi militaire peut passer sur ce pont. Donc on n'a pas de volume de trafic qui est limité de 1. De 2, le problème de maintenance qu'on avait sur le bac, on ne l'a pas sur ce pont. Parce que sur ce pont, on peut faire la maintenance sans pour autant avoir besoin d'arrêter le trafic. Et le 3, par rapport au problème sécuritaire qu'on avait, à savoir que la nuit, le bac ne pouvait pas fonctionner, le pont de jour comme de nuit, on peut circuler sur ce pont. Avant ce pont, les populations traversaient le cours d'eau par bac à traction, qui se caractérise par sa faible capacité. Aujourd'hui, elles ont la possibilité d'enjamber le Gayo, comme le fait ici le chef de l'État sur ces images. L'acte posé est très fort. Les populations vont mesurer la portée à l'image de cet enfant que le chef de l'État tient dans ses bras. Alors le président Macky Sall a également visité le complexe agricole de Saint-Lydia. Sur place, il faut dire que la production de pommes de terre donne des résultats satisfaisants. Nous allons regarder tout cela dans ce reportage. Effervescence à l'arrivée du président Macky Sall dans le Waalo. Ici, Richard Toll. Après cet accueil chaleureux, cap sur Mbane, une trentaine de kilomètres plus loin. Sur ces périmètres aménagés par le groupe Sénégindia, on produit de la pomme de terre. Le chef de l'État s'est d'abord arrêté dans la zone de semences. 1000 hectares qui vont contribuer à l'objectif d'autosuffisance. La zone de production est à quelques centaines de mètres. Le président Macky Sall arrive au moment où la récolte se fait. Le rendement est estimé à 500 tonnes à l'hectare. Il est l'œuvre de ces valeureuses femmes qui s'activent dans ces champs. Illustration parfaite d'une politique agricole en marche.
Je voudrais vous exprimer toute ma satisfaction, toute ma fierté aussi de voir une compagnie privée, une entreprise privée s'engager à accompagner la politique définie par le chef de l'État. Cette politique, c'est le plan Sénégal émergent, dont la première composante est le changement structurel de l'économie. Cette réforme structurelle de notre économie est ce que nous voyons exactement ici à Mbane avec Sénéguindian. Il s'agissait de passer d'une production quasi artisanale à une production industrialisée, parmi les plus modernes au monde. Des champs de Dalal Jam, du nom de ces périmètres, sortent plusieurs variétés de pommes de terre. Elles sont triées ici avant d'être conservées dans ces chambres froides. Toute une chaîne de conditionnement qui s'enrichit de nouveaux maillons avec la mise en service par le chef de l'État de 2 nouvelles chambres froides. Le groupe Sénégindia et la Banque islamique du Sénégal accompagnent ainsi le gouvernement à travers un investissement conséquent. Monsieur le Président de la République, dans le cadre du renforcement de la coopération entre l'État du Sénégal et l'Inde, a été créée cette société Sénégindia, dont les principaux actionnaires sont M. Dines Gorazia et Itesh Gorazia, qui sont 2 jeunes issus du groupe Swamiram, ont su relever le défi lié à ce gigantesque projet qui a pour seule ambition de réaliser une production économique de masse dans le domaine de l'agriculture, mais aussi de lutter contre la pauvreté par la création d'emplois. Monsieur le Président, Excellences, nous vous réitérons notre engagement à accompagner votre politique de développement par notre intervention dans d'autres domaines prioritaires et productifs à travers des financements directs destinés aux entreprises sénégalaises pour l'essor de notre cher pays. Pour le président Macky Sall, l'étape de Mbane a été l'occasion de sensibiliser les populations sur les questions foncières. Tout en notant des avancées significatives ici à Mbane dans ce domaine, le président de la République insiste sur la nécessité d'une exploitation judicieuse de nos terres au profit de tous. Nous devons faciliter la mise en place de programmes de développement, programmes agricoles modernisés, programmes d'élevage modernisés, programmes d'aquaculture. Évidemment, la disponibilité du foncier reste le premier intrant. Cela nécessite, comme vous l'avez dit, des concertations dans l'intérêt mutuel de toutes les parties. J'ai lancé une réforme foncière dont les conclusions sont connues. Je les recevrai très prochainement. Mais déjà, vous êtes dans l'ère post-réforme foncière puisque vous avez pu, par le dialogue et la concertation, trouver un terrain d'entente et délibérer sur des superficies qui sont valorisées, qui donnent de l'emploi local, qui donnent de la richesse nationale, puisque si nous arrivons à notre autosuffisance, c'est dire que le Sénégal gagnera dans sa balance commerciale. Et l'argent qui devait enrichir les commerçants et les producteurs d'autres pays restera ici dans ce pays. Mbane va bénéficier de programmes en cours, aussi bien au niveau des infrastructures qu'au plan de la sécurité, ainsi que d'autres volets comme la modernisation et la sécurité dans le secteur de l'élevage. L'annonce du chef de l'État est fortement accueillie par les populations et leurs élus. Autre étape, celle de Mbane. Dans cette zone sylvopastorale, les éleveurs ont exprimé leurs attentes au président Macky Sall tout en saluant les efforts de l'État du Sénégal pour améliorer leurs conditions de travail. Voici le reportage de Aboubakri Kane. Après Halwar, le président de la République a investi la zone de l'île à Morphil à la rencontre des populations jusque dans les hameaux les plus reculés.
À Pathé Gallo, le chef de l'État a été accueilli par Thierno Seydou Nourouba. Le marabout a salué cette démarche de proximité qui caractérise la tournée du président Macky Sall. Il a surtout loué les efforts du gouvernement dans les secteurs de l'agriculture et de l'élevage, mais aussi des infrastructures routières. Thierno Seydou Nourouba a aussi présenté au chef de l'État les locaux de la radio communautaire Yellow FM. Après Pathé Gallo, direction le village de Dara Halaïbé, dans la commune de Dodel. Sur place, la population s'est fortement mobilisée pour accueillir l'hôte de leur terroir. Un grand rassemblement initié par les responsables de la localité, le maire de Dolel, Mamadou Bassirou Sall, et l'inspecteur des impôts, Amadou Niang, ont mis l'accent sur les réalisations et autres projets en cours dans l'île à Morphine. Le président Macky Sall a rassuré ses populations quant aux difficultés d'accès dans l'île à Morphine. 90 milliards de francs CFA sont mobilisés pour désenclaver la zone à travers la réalisation de la dorsale Diatar-Ngouy. Le chef de l'État a également rendu une visite de courtoisie à Thierno Hamidouli, khalife de la famille de El Hadjou Mamadou Moussa Ali de Dara Halaïbé. Le marabout a formulé des prières pour lui et pour un Sénégal de paix et de prospérité. Pour terminer, retour, cher Traoré, sur les temps forts de l'accueil du président Macky Sall à Podor, sur tout le trajet qu'il a mené de Saint-Louis à Podor, en passant par Richard Toll. Les populations de la région ont voulu communier avec le chef de l'État. Regardez. Au stade du municipal de Podor, c'est une grosse ambiance qui a accompagné l'arrivée du président Macky Sall. Un public déchaîné, coloré, chamarré, enthousiaste, qui marque l'événement. Monsieur le Président de la République, lorsque nous a annoncé votre arrivée, le conseil municipal de Podor s'est réuni. Ce conseil a délibéré à l'unanimité et a décidé qu'il ferait de vous un citoyen d'honneur, le citoyen d'honneur de la ville de Podor. Voilà la médaille de citoyen d'honneur qui vous est réservée, Monsieur le Président de la République. Désormais, vous êtes citoyen de Podor et nous sommes fiers de vous compter parmi nous comme citoyens pour ces 2 nuits de Tedungal, pour toutes les autres nuits que vous passerez ici à Podor, où vous êtes le bienvenu. J'en suis très honoré. Et je voudrais vous dire en retour un grand merci, mais surtout saluer votre esprit républicain. C'est le signe des grands hommes avec un grand H, parce que vous avez fait montre de grandeur et de générosité. L'événement est sublime et les femmes du monde rural passent ici en priorité. 317 équipements sont livrés à la région de Matam et 1222 à la région de Saint-Louis. Des équipements destinés à alléger la pénibilité des travaux domestiques, composante essentielle du PUDC. Les difficultés dérangeantes pour les femmes du monde rural, la pénibilité de leur travail, la corvée d'eau qui est également très souvent leur lot quotidien, les difficultés de voyage à travers l'enclavement des contrées et l'absence d'électricité et d'eau potable. Telles étaient les grandes priorités du monde rural et le PUDC est venu donner absolument les réponses appropriées. L'inspiration du président Macky Sall vient d'une tournée de 3 ans dans le Sénégal des profondeurs pour s'enquérir des besoins réels des populations. Aujourd'hui, chef de l'État, il déroule ce programme révolutionnaire et les femmes sont en première ligne
Une initiative qui fait des émules un peu partout en Afrique. Monsieur le Président de la République, je ne saurais finir mon propos sans vous réaffirmer, en ma qualité de député, représentant du peuple et élu de Podor, toute ma gratitude pour l'attention que vous et votre gouvernement prêtez aux souffrances des populations de l'île Amorphile. Déjà, demain, vous serez à Demet pour poser la première pierre de la dorsale allant de Diatar à Saldé, axe central devant désenclaver le département de Podor. Merci pour cela, Monsieur le Président. Mais aujourd'hui aussi, avec cet important matériel du PIDC, vous venez de soulager les hommes et les femmes du monde rural. D'autres projets vont suivre. Nous vous en sommes gré, Monsieur le Président, et merci. Que Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, vous prête son assistance dans la réalisation de ces programmes tant attendus par nos populations. Podor, ville culturelle et spirituelle, avec ses figures emblématiques telles que El Hadji Oumar Tall et Thierno Souleymane Baal, entre autres. Une page d'histoire s'écrit. Il s'agit pour le président Macky Sall de lutter contre les injustices sociales et de répondre à des besoins vitaux des populations. C'est un programme concret qui donne des réponses concrètes aux problèmes concrets posés par les populations démunies. Le programme d'urgence de développement communautaire, modèle de réussite, va se poursuivre avec une nouvelle étape qui sera bientôt franchie. Et ce, dans le souci de restaurer l'équilibre social dans le Sénégal sur la voie de l'émergence. Soyez assurés que j'avais déjà donné la phase 2 du PUDC. Et donc nous allons poursuivre ce partenariat avec le PNUD pour terminer la phase 2 qui va porter sur près de 300 milliards de francs CFA. Avec ces nouvelles acquisitions d'un coût de près d'1 milliard de francs CFA, le président Macky Sall veut améliorer l'accès aux équipements et infrastructures socio-économiques de base pour transformer la vie des populations et lutter contre les inégalités sociales. Merci à Ibrahima Diédhiou, à toute l'équipe de la RTS qui se trouve actuellement à Demet qui nous ont parlé donc des temps forts de la visite du chef de l'État. Voyons à présent comment les populations de Demet et de toute l'île Amorphile ont accueilli cette première dans leur histoire. Nous allons voir tout cela dans ce micro-trottoir réalisé par Pape Bounatiao. Nous sommes comblés avec l'arrivée du président de la République pour lancer les travaux routiers de la voie de désenclavement de l'île Amorphile. C'est une voie qui est attendue depuis 57 ans et aujourd'hui c'est une réalité. Le président de la République pose la première pierre et cette route participera au développement économique et social de Podor. C'est une fierté pour moi en tant que natif de Demet qui est mon terroir et même si je suis le président du conseil départemental de Podor, l'île Amorphile se joint à moi, se joint à Abdoulaye Daouda Diallo et l'ensemble du département pour remercier chaleureusement et féliciter le président de la République pour cet axe de haute portée. Et c'est important pour nous. Toutes les populations se sont mobilisées pour lui donner un accueil des plus chaleureux en réponse à l'acte important qu'il a posé. Si aujourd'hui le président de la République, son Excellence Macky Sall, vient à Demet poser donc le premier jalon, ou en tout cas lancer les travaux des infrastructures dans l'île Amorphile, nous ne pouvons que nous en réjouir. Surtout que moi, étant donc originaire du département de Podor, étant précisément de Ndiaye Pendao, j'avais beaucoup de soucis pour l'île Amorphile parce que c'est quand même une partie intégrante du Sénégal, une partie intégrante du département de Podor. Nous pensons qu'il n'y a pas meilleur investissement que le président est en train de faire au fait, pour le développement des villages aussi reculés. Voilà le président quand même qui a une certaine vision et qui pense qu'effectivement le développement doit prendre en compte que ce soit même les parties les plus éloignées de notre pays. Et aujourd'hui nous sommes ici dans ce village et c'est à des centaines de kilomètres de Dakar et même pour y accéder c'est tout à fait difficile.
Et le président a jugé nécessaire, je pense que c'est un choix pertinent, quand même de pouvoir permettre à ces populations de dialoguer avec les autres qui sont à l'intérieur du pays. Ils sont fiers aujourd'hui, ils sont contents parce que c'est la première fois. Il y a le président Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade, tous les présidents sont travaillés, mais Macky Sall, cette démarche-là, on est fiers, tous les Sénégalais, on est fiers, parce qu'Île à Morphil, c'est trop enclavé. Satisfaction également chez les éleveurs du département de Dagana. Ils se sont mobilisés pour saluer l'arrivée du chef de l'État dans cette partie du Sénégal. Ils sont aussi revenus sur les réalisations faites pour le développement du secteur de l'agriculture et de l'élevage surtout. C'est un reportage de Aboubakri Kane. Au cœur du Waalo, la commune de Mbane est une zone d'agriculture et d'élevage. À Guédel, le président de la République est venu échanger avec les éleveurs du département de Dagana. Ces derniers se sont fortement mobilisés pour manifester au chef de l'État leur satisfaction quant à l'exécution des politiques publiques dans le sous-secteur de l'élevage. Tour à tour, les différents orateurs ont salué les efforts consentis par le gouvernement, de fortes mesures qui ont permis de répondre aux exigences d'un secteur porteur de croissance. Monsieur le Président de la République, les éleveurs vous remercient de tous les efforts que votre gouvernement a consentis pour les assister. Nous saluons l'avènement de Fonstab qui a permis d'accéder au crédit à des conditions douces avec des taux d'intérêt à la CRCA entre 3% et 5,5% et au CMS entre 8% et 10%. L'objectif décliné par ces éleveurs est de parvenir à l'autosuffisance en lait et en viande. Ils ont par ailleurs salué les efforts de multiplication des forages dans la zone sylvopastorale, le programme d'insémination artificielle, le fonds de pérennisation destiné aux éleveurs pour l'achat d'aliments de bétail, l'accès au crédit, le renforcement des cultures fourragères, mais également le projet d'appui au pastoralisme. Mais pour le développement du secteur, le chef de l'État ne veut pas se limiter à ses efforts. Depuis la journée de l'élevage à Djoum, et un conseil des ministres, des instructions précises ont été données pour la suspension des droits de douane en ce qui concerne le bétail sur pied au niveau des frontières. Il faut que la douane applique ces directives pour faciliter la vie à nos éleveurs. Le président Macky Sall entend appuyer davantage ce secteur. Il appelle cependant à une concertation permanente entre éleveurs et agriculteurs pour limiter les conflits. Les organisations fêtières du département de Dagana se sont félicitées de cette écoute permanente de l'autorité qui réaffirme par cette démarche sa sensibilité aux conditions de vie du monde rural. En retour, ces éleveurs s'engagent à jouer pleinement leur partition dans le développement économique et social du Sénégal. Voilà, c'était donc quelques aspects de la visite du chef de l'État. Nous parlons de ces infrastructures qui sont prévues pour la ville de Podor. Parmi ces infrastructures, la construction d'une digue de protection, la modernisation de l'aérodrome. L'objectif pour le président Macky Sall est de permettre un meilleur épanouissement des populations de la localité. Nous l'écoutons. Je voudrais maintenant vous dire à vous, chères populations de Podor, que j'ai pris bonne note du message du maire de la ville pour ce qui concerne vos préoccupations. Vos préoccupations pour l'élargissement de votre assiette, l'assiette de la ville, à travers le recul de la digue de Podor. Je peux prendre l'engagement de faire mener les études, parce que lorsqu'on parle d'une digue de protection, c'est qu'il y avait des risques d'inondation ou de crue. Il va falloir donc faire l'étude dans l'urgence, au besoin,
pour voir les conditions environnementales qui devront permettre de donner une réponse satisfaisante à votre demande. En ce qui concerne le bac, oui, ça doit être une possibilité, surtout que le ministre qui doit apporter cette réponse est là, il est fils de Podor, c'est Mansour Eliman Kane. Donc je pense qu'il a pris bonne note et en relation avec les autorités de la Mauritanie, il serait possible que nous mettions un bac ici à Podor pour faciliter les déplacements entre populations des deux rives. Pour l'aérodrome, je peux vous rassurer que j'ai décidé de moderniser les aérodromes du Sénégal. Bien sûr, Podor en fera partie dans la deuxième phase. La première phase va concerner l'extension de l'aéroport de Saint-Louis et sa modernisation, ainsi que l'aéroport de Ziguinchor, la reprise de l'aéroport de Ourossogui, Matam, ainsi que Tamba et Kédougou. Et dans une seconde phase, nous aurons Podor, Kolda, Sédhiou et Bakel. Je voudrais donc vous dire que j'ai un engagement entier pour la modernisation et le développement de votre département, qui est un département spécial par sa population également, par la taille de la population, mais aussi par la taille du territoire. Et Podor, vous le savez bien, sera un espace qui contribuera fortement au programme d'autosuffisance alimentaire. Donc la question du colongal de Podor est mise à l'étude pour justement vous donner davantage de terres aptes à prendre le relais et à élargir les assiettes pour toutes les familles afin que la culture du riz, mais aussi des autres espèces, puisse se développer convenablement dans ce beau territoire. Voilà, le chef de l'État qui annonce des chantiers pour le département de Podor. Dans le reste du journal, le partage juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques, c'est ce que vise le protocole de Nagoya avec l'initiative APA. Cet accord international sur la biodiversité est suivi de près par l'Afrique principale concernée. Plus de 100 experts du continent se sont penchés sur le sujet à Dakar. Aramdao. APA, A comme accès, P comme partage, A comme avantage. C'est du partage des avantages liés à l'utilisation des ressources génétiques dont il est question. Partage entre d'un côté les utilisateurs, de l'autre les pays fournisseurs. Aujourd'hui, tous les pays africains doivent être capacités pour pouvoir en réalité mettre en place des cadres réglementaires et institutionnels dans leurs différents pays pour que désormais, quand une entreprise pharmaceutique veut venir en fait prendre du Kinkeliba au Sénégal ou prendre en fait de la gomme arabique, que l'entreprise puisse s'adresser à une autorité compétente qui soit là. L'autorité délivre en réalité, autorise l'accès à la ressource, s'assure des bénéfices qui pourront découler de l'utilisation de cette ressource. Ça peut être un produit pharmaceutique, ça peut être un produit cosmétique, et s'assure que ces bénéfices pourront également profiter aux communautés locales où vivent en réalité les populations qui vivent autour de cette ressource. Cette rencontre est financée par la coopération allemande GIZ. Toute l'Afrique est impliquée pour des ressources génétiques qui profitent à tous. Les pays africains, ils sont des fournisseurs de cette biodiversité. Les utilisateurs sont dans le nord et le mécanisme APA et le protocole de Nagoya est un mécanisme pour assurer le partage des avantages. Une fois cette plante, les principes actifs sont pris pour le développement de quelques produits. Au-delà de la cinquantaine de pays africains représentés, l'initiative est soutenue par la francophonie. Le plus important, c'est que beaucoup de nos pays membres, des pays en développement, signent des conventions internationales, mais qu'il y a très peu d'effets au plan national sur la mise en œuvre de ces conventions. Donc l'une des actions de la francophonie consiste à appuyer les pays membres dans la transcription en politique nationale des conventions qui ont été signées à l'échelle internationale. Il faudrait également que les pays puissent coopérer, puisque en fait, quand quelqu'un vient au Mali ou qu'il vienne au Sénégal ou qu'il vienne en réalité au Kenya, il faut qu'il y ait une plateforme. Et la plateforme est très importante parce qu'elle permettra de savoir si demain en réalité cette entreprise a respecté les clauses qui étaient prescrites.
C'est en 2014 que le protocole de Nagoya sur l'accès et le partage des avantages liés aux ressources génétiques est entré en vigueur. C'est un des instruments de la Convention sur la biodiversité. Transformation des titres précaires en titres fonciers, la DGID ouvre une large concertation sur la mise en œuvre. Premier acte cet après-midi avec la présentation des mesures prévues pour réussir cette opération que d'aucuns qualifient de révolutionnaire. C'est un compte-rendu signé Samambo. Au fond d'une salle archi-comble et devant des acteurs directs du foncier national, le directeur des domaines, Mamadou Mamour Diallo, expose sur les actions à entreprendre pour réussir le processus de transformation des titres précaires en titres fonciers, et ce, en toute transparence. La DGID transforme ici un événement de 2011 en expérience. La faiblesse du nombre de demandes de transformation de permis d'habiter et titres similaires en titres fonciers est restée faible au regard des attentes, compte tenu d'une appropriation insuffisante de cette loi par les populations et des frais de délivrance d'extraits de plans. L'intérêt que suscite cette mesure explique la présence massive à cette réunion d'information des acteurs clés du foncier, services techniques, sociétés nationales, banques, leaders d'opinion et experts en la matière. Notre président Macky Sall rentrait dans l'histoire de notre pays, et je dis bien l'histoire des peuples, pas l'histoire des présidents. Parce qu'il peut y avoir des présidents qui passent, qui ne restent pas dans l'histoire de leur peuple. Et ceci, c'est dans l'âme de chaque Sénégalais, de chaque maison au Sénégal, sur chaque territoire. Et celui qui arrive à transformer cela, il rentre dans son peuple et pour toujours. La DGID inaugure ici un plan de communication qui va s'atteler à mettre tous les acteurs au même niveau d'information et aider à comprendre les enjeux de cette mesure que d'aucuns qualifient ici de révolutionnaire. En nous demandant d'élargir le cercle des acteurs et intervenants, le président Macky Sall marque sa ferme volonté de faire de ce processus un succès. Par ailleurs, on note une augmentation des demandes de régularisation par voie de bail sur des parcelles de terrain à usage d'habitation, comprises dans les lotissements réguliers. Les personnes concernées ne disposent généralement pas de titres de propriété en dépit des mises en valeur réalisées. Toutes ces raisons font que cette décision du président de la République est fort opportune. D'autres rencontres sont prévues, des formations aussi. L'objectif à terme est de réussir ces mutations, de sécuriser les transactions afin que l'objectif, c'est-à-dire la lutte contre la précarité des ayants droit, soit atteint. Le Sénégal va se doter d'un système d'adressage géolocalisé. Il va permettre une meilleure distribution des nouveaux services postaux. La création de ce système a été annoncée par le directeur général de l'ARTP. C'était à l'ouverture ce matin de la réunion de la commission administration et finances de l'UPAP. C'est l'Union panafricaine des postes, Rougui Yatouba. L'Union panafricaine des postes a entamé une mutation. Elle doit s'adapter aux changements qu'implique l'usage des technologies de l'information et de la communication. Une réorganisation administrative et financière s'impose. This committee is scheduled to handle issues relating to budgeting. Ce comité doit s'occuper du budget, s'assurer que les États membres sont à jour dans les cotisations et promouvoir les bonnes pratiques dans la gestion des ressources humaines. To facilitate your work, especially in the area of recovery of member states' annual and standing contributions, and without Pour être plus efficace dans le travail, il nous faut mettre en place une task force. To create a task force. Cette réorganisation ne devrait pas rester lettre morte pour les postes d'Afrique confrontés au développement du numérique. Les entreprises postales africaines traversent des moments difficiles, marqués par une baisse tendancielle du chiffre d'affaires de leurs produits postaux classiques et scrutent l'horizon avec beaucoup d'inquiétude. L'impact grandissant du numérique sur nos produits et services nous engage à conjuguer nos efforts pour préserver cette union. Pour réinventer les métiers du secteur de la poste, l'UPAP mise sur l'intégration, l'inclusion et l'innovation. Elle compte également tirer profit du commerce électronique en mettant au point des systèmes d'adressage. Le Sénégal, à travers l'autorité de régulation, a inscrit dans ses projets phares de 2017
de doter notre pays, le Sénégal, d'un système d'adressage cohérent, d'un système d'adressage géolocalisé et qui va permettre à notre pays d'être au même niveau que ce qui existe aujourd'hui par le monde. Les postes africaines se veulent proactives, capables de développer des services innovants pour satisfaire les clients. Le projet piste communautaire en appui au PNDL opte pour une meilleure maîtrise de l'information et un entretien durable des pistes rurales. C'est l'objectif d'un atelier de formation des formateurs sur le géoréférencement des pistes rurales sur financement du FERA, le Centre de formation et de perfectionnement des travaux publics, qui en est le maître d'œuvre. C'est un reportage de Dame Silla. 32 ingénieurs spécialisés dans la gestion des infrastructures ont pris part à cette session de formation des formateurs sur le géoréférencement des pistes rurales. Ils sont en mesure d'appliquer convenablement la cartographie et les principes de planification des investissements liés à une réalisation de pistes dans une collectivité territoriale donnée. C'est un outil qui peut permettre déjà de géolocaliser toutes les pistes existantes au niveau de la région, au-delà de les suivre, pourquoi pas de les gérer de façon à renseigner une base de données qui permettra demain de prendre des décisions. Aussi, cet atelier leur a permis, au-delà de la meilleure compréhension des enjeux, de mieux saisir les nouvelles innovations introduites dans le logiciel de ArcGIS et ses différents modules. Les connaissances acquises pourront les aider dans la planification des infrastructures routières, n'est-ce pas, dans le suivi, mais également dans la gestion à travers l'analyse des bases de données qui pourront dès à présent mettre en place. La finalité de cette session participe à l'amélioration de l'entretien des pistes communautaires, car une application correcte du géoréférencement permet d'améliorer la durabilité des réalisations et d'autre part de favoriser une bonne prise de décision et planification des investissements. C'est un logiciel extrêmement important dans la mesure où ça nous permettra de faire une très bonne gestion des pistes et ainsi de jouer sur la durée de vie de ces pistes-là. Une coproduction entre les services du Centre de formation et de perfectionnement des travaux publics et du PPC-PNDL a permis d'aboutir à un contenu qui a facilité réellement une réelle maîtrise des opérations d'investissement du PPC-PNDL.